Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'Historiapolis, la dernière de ce cycle consacré à l'histoire de la philosophie dans les différentes civilisations. Aujourd'hui on s'intéresse à ce que j'appelle un peu improprement les civilisations orientales, c'est-à-dire les civilisations russes, indiennes, chinoises et japonaises, sachant qu'on aurait tout à fait pu répartir autrement l'étude des différentes civilisations. Par exemple, on aurait pu mettre l'islam dans les civilisations orientales et mettre la philosophie russe dans l'étudier plutôt avec la philosophie occidentale. Mais ici, on va plutôt suivre l'ordre des civilisations tel qu'il est étudié dans le livre Histoire mondiale de la philosophie de Vincent Citeaux. Par ailleurs, je rappelle qu'on fonctionne toujours selon ce modèle de époque pré-classique, classique, post-classique dans les différentes civilisations. En fait, ça vaut pour absolument toutes les civilisations étudiées ici. Et pour comprendre le fonctionnement particulier de ces différents cycles, je vous invite à vous reporter aux anciennes vidéos, aux premières vidéos où j'ai expliqué plus en détail la caractéristique de chaque cycle et comment on passe de l'un à l'autre. La philosophie et plus généralement la pensée russe puise dans deux creusets historiques. Le monde gréco-byzantin d'abord, puis l'Europe occidentale ensuite. On peut déterminer trois spécificités historiques de la philosophie russe. Premièrement, elle est religieuse. Voilà ce que nous en dit Vincent Citeaux. Cela tient à la mentalité russe, très attachée sinon au dieu de l'orthodoxie et de la liturgie, du moins à un principe de providence, de justice transcendante. Même quand ils se disent athées et matérialistes, les penseurs russes manifestent une foi en l'homme et la justice qui tient du messianisme éthico-politique. La théorie a beau être irreligieuse, l'esprit qui la forge est porté par la foi. D'où le succès des diverses utopies qui font l'histoire de la pensée politique russe. Deuxièmement, elle est particulièrement littéraire. Les grandes réalisations de la philosophie russe furent en effet dans l'histoire majoritairement le fait d'écrivains, de journalistes, de polémistes plus que d'universitaires. Enfin, elle est plus que les autres philosophies, sous influence extérieure. Si la philosophie russe fut impressionnante par son esprit de synthèse, la plupart de ses matériaux et de ses référents sont empruntés principalement à l'Occident. Autre concept important à retenir de la philosophie, mais plus largement de la civilisation russe, c'est le concept forgé par le moine Philoté de Pskov de Troisième Rome. Après la Rome antique, gardienne du christianisme envahie par les barbares, puis Constantinople, la Deuxième Rome, à son tour submergée par d'autres barbares, Moscou doit reprendre le flambeau de la vraie religion. C'est sa mission historique, le rôle que la Providence lui assigne. En fait, la philosophie n'existe pas comme catégorie autonome en Russie jusqu'au début du XVIIIe siècle. Tous les penseurs exerçant une activité de philosophe sont en fait des moines. C'est par Kiev que viennent les premières poussées de modernisation de la pensée religieuse qui mèneront progressivement à l'établissement d'une pensée philosophique, et notamment par les monastères et les académies religieuses, comme la plus célèbre d'entre elles qui est l'Académie théologique de Kiev. Ensuite, notamment au XVIIIe siècle, la philosophie russe va globalement suivre le mouvement philosophique occidental, notamment à l'initiative de Pierre le Grand. C'est probablement dans ce pays que les écrits de Voltaire seront les plus favorablement reçus par l'aristocratie éclairée. Après les périodes pré-classiques et classiques, la fin du règne de Catherine II marque un changement. Mais on pourrait tout aussi bien fixer ce changement à la suite des invasions napoléoniennes. Comme en Allemagne, celle-ci pose les bases d'un romantisme et d'un nationalisme mystique qui, en Russie, prendra la forme du slavophilisme. L'Occident n'est plus, comme au XVIIIe siècle, référence absolue du monde intellectuel russe, même si le courant occidentaliste demeure puissant et opposé au courant slavophile, clivage qui demeurera persistant jusqu'au XXIe siècle. Parce qu'il faut bien avoir en tête que cette opposition de fond, elle fracture la Russie depuis des siècles. Opposition entre les occidentalistes, ceux qui sont pour la mise en place d'une société basée sur le modèle des grands États occidentaux, donc d'abord la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne au XXe siècle, puis ensuite, à partir de la fin du XXe siècle, les États-Unis, et les partisans d'une particularité slave, voire eurasienne, qui s'étendrait en fait tout le long de la Russie jusqu'à Vladivostok et jusqu'aux portes du monde asiatique. Le courant occidentaliste, tout au long du XIXe siècle, influencera notamment le socialisme, voire l'anarchisme, dont le plus grand représentant en Russie est Mikhail Bakounine, qui est connu notamment pour son catéchisme révolutionnaire.
Le troisième quart du XIXe siècle, donc ce qui correspond à peu près en France au Second Empire et au début de la Troisième République, plus précisément une période qui va de 1855 à 1881, marque de grands changements en Russie. Ça correspond à l'essor de ce qu'on appelle l'intelligentsia. 1855, ça correspond à la défaite de la Russie dans la guerre de Crimée et au début de la politique de libéralisation entreprise par Alexandre II. 1881, ça correspond à l'assassinat de ce même Alexandre II par les factions radicales des nihilistes issus de cette même libéralisation. Voilà ce qu'en dit Vincent Citeaux. Jusqu'à présent, les intellectuels étaient principalement issus de l'aristocratie et ne formaient pas une classe sociale distincte. À partir de la fin des années 1850, surgit du monde universitaire une jeune génération qui investit en masse le champ culturel. Nous n'avons pas affaire à des réformateurs libéraux militant d'une démocratisation politique, mais bien à des adeptes de la table rase. Il ne s'agit pas pour eux d'étudier les conditions d'épanouissement de la classe populaire et paysanne, mais de prendre cette classe pour objet de vénération dans le cadre d'une idéologie préconçue. On les désigne traditionnellement comme populistes, mais il conviendrait bien mieux de les appeler populâtres, narodniki, ou socialistes utopiques. Les plus radicaux d'entre eux sont dits nihilistes, mais activistes révolutionnaires conviendrait mieux. Il est intéressant de constater qu'en dépit de leur scientisme, voire de leur scientolâtrie affichée, le rapport des nihilistes et de l'intelligentsia à la science, comme le montre Vincent Citeaux, tient plus de la foi, voire du fanatisme, que de la posture raisonnée. Par ailleurs, leur vénération des classes pauvres et paysannes russes n'aura d'égal que leur mépris et leur profonde haine à leur égard, lorsque ces mêmes nihilistes, à partir des années 1880, se transformeront en socialistes marxistes, devant le constat que leur amour très superficiel des classes pauvres était plutôt accueilli avec froideur, voire hostilité par celles-ci. Globalement, cette image d'homme nouveau, associée à la population des étudiants des grandes villes, se retrouve très bien dans le roman Père et Fils d'Ivan Tourguenieff. Le personnage de Bazarov est précisément une représentation de ces jeunes étudiants nihilistes. En face de ce courant occidentaliste, le courant slavophile a pour sa part beaucoup influencé une critique religieuse, notamment orthodoxe, du scientisme, du rationalisme et de l'athéisme de cette intelligentsia, en particulier chez de grands écrivains comme Dostoïevski ou Tolstoï, bien qu'ils soient difficilement classables en raison de la profondeur et de la variété de leur œuvre. Tolstoï, par exemple, a été excommunié par l'Église orthodoxe russe après sa mort. Au XIXe et au XXe siècle, de son côté, la science connaît une floraison considérable, et pour la première fois, on peut dire que la Russie participe de manière incontournable au développement scientifique mondial. La figure de proue des scientifiques russes est Dmitri Mendeleïev, qui était chimiste mais qui est particulièrement connu pour être le créateur du tableau périodique des éléments. On peut également citer Ivan Pavlov, qui est célèbre pour ses études sur les réflexes, et bien d'autres scientifiques. 1917, évidemment, va représenter un grand tournant dans l'histoire de la pensée en Russie, puisque ça va être la révolution russe qui va amener à la création de l'URSS et l'installation du régime communiste. En fait, jusqu'en 1922, date du début de la véritable répression interne au régime bolchevique, la philosophie russe conserve ses fondamentaux, c'est-à-dire son caractère intrinsèquement mystique, que ce soit chez les marxistes ou chez les chrétiens, dont le plus célèbre est Vladimir Soloviev. Durant la période soviétique, la philosophie s'enquiste, ce qui est un mouvement typique des périodes post-classiques. Elle s'enquiste dans un tel culte bolchevique que son marxisme en devient dogmatique, voire para-religieux, au point de vouloir embrigader la science dans son fanatisme, ce qui donnera pour tragique résultat, par exemple, la fameuse affaire Lysenko. Pour autant, en dépit de cela, la science soviétique atteint un niveau exceptionnel, jamais atteint auparavant et qui culmine dans les grandes avancées d'après la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de voir les performances soviétiques en matière d'aéronautique et de conquête de l'espace pour s'en convaincre. Pour ce qui concerne la philosophie pure, et bien comme c'est souvent le cas dans les régimes totalitaires, après 1945, elle va être obligée de s'exiler. Et le plus célèbre de ces exilés, ce qu'on appelait à l'époque les dissidents soviétiques, c'est Alexandre Solzhenitsyn, qui est connu notamment pour l'archipel du Goulag. Enfin, après l'effondrement de l'Union soviétique, la philosophie russe va avoir du mal à renaître directement en Russie, même si elle suit globalement un double courant d'occidentalisation et d'universitarisation. Il faut quand même signaler la persistance et même dans une certaine mesure la renaissance de l'ancien courant slavophile mystique à travers
une certaine forme d'eurasisme incarnée notamment par Alexandre Douguine. Comme la Grèce antique, la civilisation indienne et sa pensée reposent d'abord sur une compilation de textes légendaires et cosmogoniques, les Védas, qui constituent le corpus mythologique des Aryens, la population ayant peuplé la vallée du Gange au 2e millénaire avant notre ère. Ces Védas sont à l'origine d'une religion, qu'on appelle le védisme, qui évoluera en brahmanisme, puis dans les premiers siècles de notre ère, en hindouisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, les Aryens, qui sont des populations initialement nomades, se fixent définitivement dans l'espace gangétique, donc la vallée du Gange, au début du 1er millénaire, et dominent les populations dites dravidiennes, qui habitaient déjà dans cette région auparavant. Les Aryens se caractérisent par une organisation sociale bien particulière, qui est en fait une société divisée en 3 fonctions, en 3 grandes catégories sociales. Il y a une catégorie dont la fonction est de prier et d'enseigner, une catégorie dont la fonction est de faire la guerre, et une autre dont la fonction est d'assurer la viabilité productive de la société, donc en fait les paysans, les travailleurs, les commerçants. C'est l'historien et anthropologue Georges Dumézil qui a constaté cette organisation, que l'on retrouve également dans les sociétés européennes ou dites indo-européennes, avec, pour l'exemple de la France, les ordres d'Ancien Régime, avec le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui initialement sont censés exercer à peu près chacune ces 3 fonctions. C'est à partir de ce modèle d'organisation que les Aryens vont former les castes. Ainsi, les brahmanes, les prêtres, occupent le sommet de la pyramide sociale, suivis des guerriers, des combattants, les kshatriyas, puis des travailleurs divisés en 2, hiérarchiquement les propriétaires cultivateurs vaishya et les petits agriculteurs ou les éleveurs, ce qu'on appelle les shudras, ces derniers étant souvent métissés avec les dravidiens. Enfin, les dalits, ou les intouchables, sont majoritairement dravidiens et véritablement considérés comme des sous-hommes, effectuent des tâches que les autres populations refusent de faire. Il ne faut pas cependant considérer le système des castes comme extrêmement rigide à toutes les époques, bien qu'elle n'ait jamais cessé complètement d'exister. Ainsi, dans le courant du 1er millénaire avant notre ère, sous la pression des guerriers, la caste des brahmanes perd une partie de son autorité morale. Ainsi émergent les shramana, penseurs errants et ascètes qui vont constituer les bases de diverses sectes et branches dissidentes, dont le jaïnisme et le bouddhisme sont issus. Quelque chose dont j'avais parlé dans la première vidéo, c'était du fait que la Chine était la seule civilisation dont la philosophie n'était pas issue d'un fond culturel précédent. Voilà ce qu'en dit Vincent Citeau. Partout, la philosophie naît d'une recomposition culturelle et d'une importation d'idées étrangères, sauf en Chine. À moins de s'enfoncer dans les millénaires obscurs de la préhistoire, on a l'impression que la culture chinoise ne vient de nulle part ailleurs que de Chine. Aussi loin que l'on remonte dans l'Antiquité, on ne trouve d'origine que chinoise à la philosophie chinoise. Ne devoir rien ou peu aux influences étrangères est la première spécificité de celle-ci. Un philosophe d'Alexandrie est, selon les siècles considérés, égyptien, perse, grec, romain, byzantin ou arabe. A l'inverse, un philosophe de Chine est toujours chinois, même quand il est sous domination politique des Huns, des Turcs, des Mongols, des Mandchous ou des Européens. Une des premières choses à noter pour la Chine, c'est le foyer géographique de naissance de la philosophie chinoise. On avait dit pour la Grèce que le foyer, le berceau de la philosophie grecque, c'était l'Ionie, donc une région qui est à l'ouest de la Turquie actuelle. En Chine, il s'agit, vous pouvez le voir sur la carte, du nord de la Chine, et plus précisément de la vallée du fleuve Jaune, où la grande majorité des premiers grands philosophes, des premiers grands courants et des premières grandes écoles de la philosophie chinoise sont nés. C'est à l'époque de la royauté Zhou, dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère, qu'apparaissent les premiers recueils classiques, mélange de cosmogonie, de proto-philosophie et de sagesse politico-morale, qui serviront de base à l'élaboration des premières philosophies chinoises. Ces recueils sont assemblés en 3 livres, sous le nom de Classique des documents, Classique des poèmes et Classique des mutations. Le premier philosophe chinois mondialement connu est Lao Tse.
Bien que son existence réelle soit contestée, Lao Tzu est supposé avoir repris et développé les concepts de yin, de yang et de tao déjà évoqués dans le classique des mutations, ainsi que l'idée générale, très importante dans la pensée chinoise, d'ordre et d'harmonie universelle, à laquelle il faut se conforter, ainsi que d'introspection et de retrait par rapport aux conflits politiques. Lao Tzu est l'un des principaux inspirateurs de ce que l'on nommera plus tard le taoïsme. Dans le contexte de délitement de la monarchie Zhou, Kongzi, dit Confucius, plus offensif, condamne l'anarchie des royaumes dissidents et déplore le déclin de l'ancienne dynastie. L'importance de Confucius tient en ce qu'il a réorganisé et modernisé en profondeur les classiques en les expurgeant de leur contenu superstitieux et trop peu, entre guillemets, rationnel, tout en se montrant respectueux des préceptes religieux traditionnels. Il est l'inspirateur d'une autre grande pensée chinoise antique qui est le confucianisme. Mais le courant le plus rationaliste de l'Antiquité chinoise, c'est le légisme, qui soutient l'idée d'un gouvernement fort, assuré par la loi, plus que par la bonté et la responsabilité morale des hommes. À cette même époque, et devant la violence des guerres opposant les différents royaumes, qui créent un chaos énorme en Chine, émergent les règles canoniques de la guerre, édictées par Sun Tzu. Enfin, un peu plus tardivement, il faut noter l'émergence au sein de la nouvelle élite issue des royaumes combattants d'un courant radicalement égalitariste et foncièrement autoritaire, en partie issu du légisme, le moïsme, issu des enseignements de Maître Mo, soit Mo Tse. C'est une pensée éminemment moderne, même s'il faut se garder d'une comparaison trop prononcée et peut-être éventuellement un peu anachronique avec le communisme par exemple. En fait, à l'époque des royaumes combattants, on observe dans une certaine mesure ce que l'on avait observé en Grèce à l'époque des sophistes ou à Rome à la fin de la République. La remise en cause des anciennes aristocraties et l'implication relative du peuple dans la vie publique provoquent l'entrée en scène d'un grand nombre de rhéteurs, de dialecticiens, de débatteurs publics, souvent d'un niveau plus élevé que celui auquel on les rabaisse parfois, contrairement aux époques post-classiques qui sont en général ankylosées par une conception plus scolaire, on va dire, de la philosophie. C'est le cas du mouvement de l'école des noms, qui connaît un développement relativement parallèle au légisme moïste et qui est composé d'excellents logiciens. On a surtout retenu de cette école ces phrases et ces citations pouvant paraître un peu absurdes, voire parfois carrément stupides. En réalité, replacées dans leur contexte, ces phrases doivent être comprises comme des instruments, des points de départ de réflexion logique et épistémologique quant à la construction du langage et des savoirs. Le début de notre ère correspond à la période post-classique de la Chine antique, c'est-à-dire à un déclin de la philosophie associée avec la réémergence du taoïsme, notamment par syncrétisme avec le bouddhisme, qui pénètre en Chine depuis l'Inde, vers le 1er, 4e siècle de notre ère. Le tout associé à la période de déclin de l'empire des Han, ayant succédé aux royaumes combattants et aux invasions mongoles du 4e siècle. La première partie et le milieu du premier millénaire de notre ère consacrent donc en Chine la considérable montée en puissance du bouddhisme. Puis vient la période brillante de la dynastie Song, tandis que le bouddhisme a été réprimé et que le confucianisme effectue un retour en puissance avec ce qu'on appelle le néo-confucianisme. En fait, la période après l'an 1000 correspond autant à un retour d'un très fort mysticisme, à un retour du religieux, que à une ascension de la science. Le fondateur du néo-confucianisme est Zhu Xi, qui devient célèbre pour avoir compilé et édité les 4 livres, qui sont en quelque sorte les évangiles du confucianisme, au même titre que les dits 12 philosophes peuvent être considérés en quelque sorte comme des saints ou des disciples de Confucius en prenant le référentiel chrétien. Avec la période mongole qui fait de Pékin sa capitale en 1215, la tolérance religieuse vis-à-vis du bouddhisme et du taoïsme fait son retour. C'est ainsi que naît une grande période de syncrétisme qui clôt la période médiévale chinoise et qui donne à la Chine sa doctrine des 3 enseignements qui influenceront la pensée chinoise jusqu'à aujourd'hui. Sous les Ming va émerger en Chine une contestation libérale, individualiste et égalitariste de l'idéologie néo-confucianiste officielle que l'on peut comparer dans une certaine mesure en raison de l'époque à laquelle elle se fait jour
et de ses orientations philosophiques à la réforme protestante qui se joue en Europe. En guise de Luther chinois, toute proportion gardée évidemment, Wang Yangming et l'école de Taizhou, dont l'influence fut telle et contestataire vis-à-vis du pouvoir qu'on lui attribue parfois un rôle dans l'effondrement de la dynastie Ming en 1644, bien qu'il ne faille évidemment pas sous-estimer l'importance des invasions mandchoues. Au XVIIe siècle, il faut prendre en compte l'influence européenne qui se fait de plus en plus importante, notamment dans la science. On a souvent tendance à estimer que la Chine s'était repliée au moment des grandes découvertes européennes. Ça n'est que partiellement vrai. Sur le plan scientifique, au contraire, de très nombreux livres européens sont traduits. La période classique jusqu'au milieu du XVIIIe siècle est très florissante et la philosophie se détache de ses liens religieux. Si on effectue un bond dans le temps, on arrive aux guerres de l'opium au début du XIXe siècle, qui sont une période très importante parce qu'elles correspondent à l'occidentalisation forcée de la Chine par les grandes puissances européennes. Vincent Citeau a un point de vue assez intéressant sur le partage et les circulations de savoir. Autant l'importation de méthodes et de théories scientifiques étrangères fait immédiatement progresser les sciences locales, autant l'importation d'idées philosophiques produit des résultats qui laissent dubitatifs, car la philosophie est moins isolable que la science du contexte socio-culturel qui la voit naître. Quand la science égyptienne passe en Grèce, la science grecque en islam ou la science européenne en Chine, cela produit tout de suite d'excellents résultats. Mais la philosophie analytique emmanchée sur le confucianisme laisse pantois, comme le bouddhisme d'exportation adapté aux besoins de la consommation occidentale de spiritualité. Collaboration fructueuse dans un cas, syncrétisme stérile dans l'autre. Au XXe siècle, en dépit du caractère d'importation européenne du marxisme, on peut considérer que le régime de Mao a une certaine continuité avec les anciennes dynasties, dans une mesure où une très forte orthodoxie d'État est appliquée afin de préserver l'harmonie sociale, ce qui est assez classique dans l'histoire des régimes impériaux chinois. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, le retour au néo-confucianisme traditionnaliste, tout en gardant les apparences d'un régime marxiste, est assumé par la pensée officielle dans la mesure où il coïncide avec une montée en puissance de la Chine et une contestation de l'Occident, y compris dans son corpus philosophique, intellectuel et moral. Pour le Japon, c'est un peu différent. Les savoirs japonais s'inspirent de 4 grandes traditions historiques. Le bouddhisme et le confucianisme chinois d'un côté, et la science et la philosophie européenne de l'autre. Mais il y a une différence majeure avec l'Inde et la Chine au XIXe siècle. Alors que l'Inde et la Chine résistent durablement à l'Occident avant d'être colonisés, le Japon s'occidentalise rapidement pour mieux repousser l'impérialisme euro-américain et devenir à son tour une puissance impérialiste avant la défaite de 1945. Mais l'essor véritable du Japon commence au XVIe siècle, qui est pour le pays une ère de grande croissance urbaine, économique, d'ouverture commerciale et intellectuelle au monde, tant à la Corée et à la Chine néo-confucianiste qu'au christianisme portugais, bien que celui-ci soit finalement rejeté à la fin du siècle. C'est également une période d'instabilité politique, avec ce qu'on appelle l'époque des provinces en guerre, de 1477 à 1573, comparable en partie à l'époque chinoise des royaumes combattants, qui est une époque de chaos politique et militaire. C'est donc une période de grande émulation qu'on peut considérer comme l'origine du développement japonais, de son contact avec le monde. En 1603, la dynastie Tokugawa finit par régler en grande partie les conflits internes et inaugure l'ère Edo, qui durera jusqu'en 1868 et la fin de ce qu'on appelle le shogunat. C'est à cette période, donc sous l'ère Edo, qu'émerge une pensée critique du néo-confucianisme, certes très influencée par la pensée de Zhuge, mais voulant se démarquer du néo-confucianisme d'État, qui sert surtout de prétexte à un autoritarisme centralisateur. Ce courant de pensée, qu'on nomme le Kogaku, les études anciennes, se veut un retour au confucianisme ancien et à un traditionnalisme qui prétend donner aux samouraïs une éthique de vie. Le précurseur du Kogaku est Yamaga Soko, qui établit le Bushido, c'est-à-dire la voie du guerrier, qui est un véritable code du samouraï. Durant le XVIIIe siècle, la pensée traditionnaliste, donc bouddhiste et shintoïste, des samouraïs, est bousculée par l'émergence de la classe bourgeoise et commerçante des chonin,
qui importent volontairement les savoirs européens. Ce long mouvement se nomme le Rangaku, les études hollandaises, qui pose les conditions de l'intégration de la science européenne dans la culture japonaise, de l'anatomie à l'héliocentrisme, en passant par les divers savoirs cartographiques et la philosophie. Dans les années 1800, avec la dégradation des conditions sociales, les famines et les révoltes, on assiste à un retour en force du religieux, d'abord par le Kokugaku, une version adaptée au XIXe siècle du Kogaku. En fait, l'ère Meiji, instaurée en 1868, est tout à fait typique de la période post-classique en philosophie. Tandis que la modernisation scientifique culmine à son plus haut niveau, que les infrastructures sont considérablement développées, que la modernisation technique atteint son apogée, avec la suppression des écoles confucéennes, la création des universités modernes au Japon, la philosophie non seulement s'effondre, mais le pouvoir politique revient à une forme de religieux profondément shintoïste, allant jusqu'à diviniser la personne de l'empereur. La période Meiji doit être elle-même divisée en deux périodes. Une première période encore relativement libérale, où le Japon assume être, entre guillemets, en apprentissage, relativement centrée sur l'importation pure de savoir, les voyages d'études avec la France, mais surtout l'Angleterre et les États-Unis comme modèle. Un signe fort d'ailleurs, c'est que le mouvement Rangaku est progressivement abandonné et le hollandais comme langue de communication avec l'Occident est remplacé par l'anglais. Et ensuite une seconde période, suivant la constitution Meiji de 1889, où le Japon, sûr de lui-même, adopte le modèle allemand, devient plus ouvertement nationaliste, militariste et impérialiste. Cette période commence entre 1885 et 1905 avec l'annexion de Taïwan et la victoire contre la Russie, et dure jusqu'en 1945. L'influence allemande se fait beaucoup sentir dans la philosophie japonaise, tant dans son modèle de mise en place des universités modernes, que dans ses références. Hegel, Husserl, Heidegger, Kant ou Marx occupent une place très importante. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, qui est sous tutelle américaine, ne produit plus rien de fameux. Il suit assez passivement les mouvements occidentaux, notamment la philosophie postmoderne et l'existentialisme, plus heideggerien d'ailleurs que sartrien. La seule différence notable avec l'Occident, c'est la persistance d'un certain nombre de réflexions religieuses inspirées du bouddhisme et du shintoïsme. C'est la fin de cette vidéo sur les civilisations orientales et plus largement de ce cycle de vidéos sur l'histoire de la philosophie. Le prochain cycle de vidéos sera consacré à l'histoire d'un pays en particulier, les États-Unis, et plus spécifiquement à l'histoire des États-Unis d'un point de vue régional, en se basant sur le livre de Colin Woodard, American Nations. J'espère que cette vidéo et ce cycle plus généralement vous ont plu. Vous pouvez l'aimer et la partager. A très bientôt sur Historiapolis.